Madam Speaker. Merci, Madame la Présidente, et merci, chers collègues. J'interviens aujourd'hui pour répondre à la réponse du gouvernement. En ce qui concerne le projet de loi, c'est long. Après 5 mois de réunion de comité, après avoir entendu, comme l'a dit le sénateur Oussakos plus tôt, 140 témoins, après avoir écouté et entendu de nombreux Canadiens, dont beaucoup de leur propre aveu n'avaient jamais comparu devant un comité parlementaire, nous avons la réponse du gouvernement aux amendements que le Sénat propose à ce projet de loi. Cette réponse est claire. La voici. Lorsqu'il s'agit d'écouter les préoccupations sérieuses soulevées par les témoins en comparution devant le Comité sénatorial des Transports et des Communications, le gouvernement n'est tout simplement pas intéressé. Certes, le gouvernement a prononcé de nombreuses belles paroles. Il dit être à l'écoute et il dit considérer de façon sérieuse les amendements du Sénat. On nous dit, nous acceptons une grande majorité des amendements du Sénat. C'est ce que prétend le ministre Rodriguez lorsqu'il s'est prononcé sur la question. Bon, qu'en est-il des chiffres? Sur le plan technique, il a peut-être raison, mais lorsque nous creusons la substance des amendements acceptés par le gouvernement a en fait rejeté tous les amendements plus sérieux et plus importants proposés par le Sénat. Voici la réalité de la réponse du gouvernement. Si les amendements particuliers n'avaient pas des répercussions importantes sur le projet de loi, ils étaient considérés comme étant tolérables. Mais si les amendements avaient des répercussions sérieuses sur le projet de loi, on les a tout simplement rejetés. Voilà l'essentiel de la réponse du gouvernement. Et de nombreux Canadiens sont déçus. Lorsque le ministre a comparu devant le Comité des Transports et des Communications le 22 novembre, il a déclaré ce qui suit. Je suis né avec un esprit ouvert, donc, généralement, nous sommes ouverts aux amendements. Mais ce projet de loi arrive après de nombreuses consultations sur le projet de loi précédent, projet de loi C10, dont on a discuté ici aujourd'hui. Maintenant, le projet de loi C11 a fait l'objet de consultations et de discussions partout au pays. Vous avez entendu environ 120 témoins. C'est extraordinaire. Vous faites un travail remarquable. Nous pensons que nous avons atteint un bon équilibre, mais nous sommes toujours prêts à considérer des amendements. In that response, Le mot le plus important dans cette réponse, c'est que le ministre et le gouvernement étaient prêts à examiner les amendements. Mais certains sénateurs n'ont pas vraiment apprécié que l'examen n'ait pas duré très longtemps. Le gouvernement a rejeté les amendements les plus importants proposés par le Sénat. Et ça révèle que nous avons un gouvernement qui ne veut tout simplement pas dialoguer avec les Canadiens sur les grandes préoccupations au sujet de ce projet de loi. Il faut qu'on se rappelle que les amendements les plus importants qui ont été proposés l'ont été après que nous avons entendu un nombre sans précédent de témoins qui se sont exprimés. Ce ne sont pas des amendements que les sénateurs eux-mêmes ont inventés. Nous savons que de nombreux témoins très bien informés ont comparu devant le comité. Il s'agit de personnes dont les moyens de subsistance vont être affectés par cette loi. Des témoins qui se sont dit très préoccupés des implications plutôt du texte de loi. Le Sénat s'est chargé d'essayer de défendre ces Canadiens. Les amendements du Sénat, en fait, ne vont pas assez loin pour répondre aux nombreuses préoccupations qui ont été soulevées. À mon avis, le projet de loi C11, amendé ou pas, est un projet de loi qui est profondément lacunaire. Par contre, même les sénateurs nommés par le gouvernement ne pouvaient faire fi de toutes les questions qui ont été soulevées par les témoins. Voilà pourquoi 26 amendements ont été proposés.
et adopté par le Sénat. Je reconnaîtrai qu'en apportant ces amendements, le Sénat a essayé de s'acquitter de son rôle constitutionnel. Je pense que, pour ce qui est de bon nombre de ces amendements, le Sénat parlait au nom de la minorité politique au Canada. Minorité politique qu'on n'a pas vraiment écoutée du côté de la Chambre, parce que le processus de soi-disant consultation a été écourté par le gouvernement. Le Sénat, donc, a exercé son rôle de chambre de mûre réflexion. Je pense qu'il serait utile de passer en revue certains des amendements les plus importants qui ont été rejetés du revers de la main par le gouvernement. Je pense qu'en raison du rejet de ces amendements, le Sénat va devoir se montrer ferme et insister sur l'adoption de ces amendements. Amendement de la sénatrice Miville de Chêne sur la protection des enfants. Nous avons l'exemple de l'amendement qui porte sur la vérification de l'âge pour protéger les enfants, parrainé par la sénatrice Miville de Chêne. Cet amendement a été soutenu par la majorité des sénateurs en comité et ici au Sénat. Le comité a reçu un nombre certain de mémoires sur cette question précisément, notamment un mémoire du Centre canadien pour la protection de l'enfance. Et dans ce mémoire, il est dit que le projet de loi C-11 doit être compatible avec les obligations internationales du Canada envers les enfants. Par exemple, les principes inscrits dans la Convention onusienne relative aux droits de l'enfant et l'Observation générale numéro 25, Observation sur les droits de l'enfant dans l'environnement numérique, qui fournit aux États parties des orientations sur la mise en œuvre de la Convention dans l'espace numérique. Tout cela devrait se retrouver dans le projet de loi C-11. Ça fait longtemps que le Centre canadien pour la protection de l'enfance demande que le gouvernement réglemente les plateformes en ligne auxquelles les enfants sont exposés. L'absence de réglementation, ça veut dire que les enfants ont été les premières victimes de l'idéologie qui a caractérisé le secteur de la technologie, à savoir pas de réglementation, tout va bien, circuler. Les enfants continuent d'être pris en compte dans la création de programmes et de services en ligne, malgré les nombreux rapports faisant état de préjudices subis par les enfants. Nous ne pouvons pas accepter le statu quo. La législation élaborée pour réglementer les plateformes en ligne doit inclure des protections significatives pour justement protéger les enfants. Après tout, nous protégeons les enfants contre les méfaits du tabac, de l'alcool, de la marie, des films classés R. Il est absolument nécessaire que nous ayons des protections adéquates en ce qui concerne les contenus sexuellement explicites en ligne. La société ne peut pas abdiquer ses responsabilités envers les enfants en raison de la nature numérique des contenus sexuellement explicites en ligne. On ne peut pas permettre que les plateformes en ligne dictent l'éducation sexuelle de nos enfants ici au Canada. La sénatrice Miville de Chêne défend depuis longtemps cette question ici au Sénat. Et elle s'est saisie de cette question pour présenter un amendement. Le voici. R1. Les entreprises en ligne doivent mettre en œuvre des méthodes de vérification de l'âge pour que les enfants ne puissent pas accéder aux programmes sur Internet qui sont consacrés à la représentation dans un but sexuel d'une activité sexuelle explicite. L'amendement est simple et il est précis. Et il a été adopté par notre comité. Et ensuite, il a été adopté par le Sénat dans son ensemble. Officiellement, bien évidemment, le gouvernement a exprimé
sa reconnaissance pour cet amendement. Le gouvernement n'a pas formulé d'objection au principe de l'amendement, mais l'a tout de même rejeté. Cette semaine, le sénateur Gould a encore dit « La protection des enfants est une priorité pour le gouvernement. » Et le gouvernement va présenter des textes de loi sur la sécurité en ligne afin d'assurer la sécurité de tous les Canadiens. Le gouvernement, par contre, estime que le projet de loi C-11 n'est pas le texte de loi approprié. On se demande pourquoi, d'ailleurs. Moi, je pense que c'est tout simplement parce que l'amendement proposé par la sénatrice Miville-Deschênes va au-delà de ce que le gouvernement a l'intention de faire. C'est sans doute aussi simple que cela. Je suis d'avis que si nous permettons ce rejet et si nous l'acceptons, nous aurons alors manqué à notre devoir. Et en même temps, nous manquerons à notre devoir de saisir l'occasion qui nous est présentée afin de mieux protéger les enfants de notre pays. À mon avis, nous devons donc insister sur l'adoption de cet amendement. Permettez-moi maintenant de vous parler d'un autre amendement qui a été rejeté par le gouvernement, à savoir l'amendement visant à mettre à jour la définition du contenu canadien. L'amendement a été rédigé après avoir entendu beaucoup de témoins. En vertu de ce qui existe actuellement, il y a de graves préjudices que les créateurs canadiens subissent. Bon nombre de témoins ont dit que même si un programme est filmé au Canada, même si les acteurs sont canadiens, même si le réalisateur est canadien, si la société de production n'est pas canadienne, à ce moment-là, le contenu n'est pas considéré comme étant canadien à proprement parler. D'autres témoins ont dit que les règles canadiennes en matière de contenu sont tellement lourdes qu'il est en fait impossible pour les petits créateurs de s'y retrouver. L'amendement a donc proposé d'intégrer un principe de flexibilité quand il s'agit de déterminer si un contenu est canadien ou pas, en fonction des témoignages que nous avons entendus en comité. Il s'agit d'un amendement qui est franchement raisonnable, mais le gouvernement l'a tout de même rejeté. Le gouvernement a prétendu qu'il l'a rejeté parce que le principe selon lequel les programmes canadiens sont avant tout des contenus produits par les Canadiens et a été au centre de la définition des programmes canadiens depuis des décennies. Cet amendement retirerait au CRTC la possibilité de s'assurer que ça reste le cas. Il est clair qu'il n'y a personne au gouvernement qui a lu ou qui a compris les témoignages que nous avons entendus à notre comité. Personne devant notre comité n'a contesté l'idée que les programmes canadiens devraient être avant tout des contenus produits par des Canadiens. Par contre, les témoins n'étaient pas contents de la priorité accordée par le CRTC aux programmes canadiens et de leur définition de ce qui constitue un programme canadien. Ce que les témoins ont dit, c'est que notre approche est désuète et qu'elle doit être modernisée pour mieux répondre et mieux prendre en compte les réalités d'aujourd'hui. Les témoins comme Orby Roy, qui est un petit acteur dans le domaine de la création de contenu, est tout de même lié par l'interprétation que fait le CRTC du contenu canadien. Elle a demandé à notre comité pourquoi le projet de loi n'abordait pas la question de l'égalité dans la création du contenu canadien le 28 septembre. Elle a critiqué vertement la réponse du ministre faite lors d'une de nos réunions, réponse qui consistait simplement à repousser la décision dans l'avenir. Elle a demandé pourquoi est-ce qu'on reporte la question?
mais que les plateformes ou de contenu généré par les utilisateurs sont discutées dès maintenant. Elle a parlé des obstacles majeurs auxquels se heurtent les petits créateurs, comme l'approbation de leur contenu canadien. Et elle a demandé, est-ce qu'il faut vraiment que j'embauche mon fils de 10 ans pour m'aider à enregistrer chaque contenu de skateboard pour obtenir l'approbation? D'autres grands acteurs ont expliqué que les règles inflexibles en matière de contenu canadien ont des effets préjudiciables sur les investissements et rendent plus difficile la diffusion d'histoires canadiennes. Wendy Nuss, présidente de la Motion Picture Association Canada, a dit lorsqu'elle a témoigné, « C'est comme si les gens pensaient que la définition du contenu canadien était établie ou avait été établie il y a belle lurette et ne pouvait pas être modifiée. » Il s'agit d'une définition des programmes canadiens pour la politique de radiodiffusion. Et pour cela, lorsqu'on fait appel à des entreprises mondiales, il faut adopter une approche élargie au lieu d'être ancré dans le passé. Si l'on considère les différents types d'histoires, on peut penser aux histoires qui se déroulent au Canada, comme Washington Black, écrit par Essie Edugan. C'est un roman fantastique, lauréat du prix Giller, qui raconte l'histoire d'un esclave noir en Nouvelle-Écosse. L'investissement qui était réalisé par Disney. Et le film est tourné en Nouvelle-Écosse et pourtant il ne serait pas considéré comme étant du contenu canadien. Vous avez beaucoup entendu parler de Turning Red. Il s'agit encore une fois d'une histoire canadienne. Il existe beaucoup de postes créatifs canadiens qui ne sont pas englobés par la définition. Donc, par exemple, on peut avoir un producteur mexicain qui tourne tout à Toronto, qui a des acteurs exceptionnels, des directeurs artistiques fabuleux, etc., mais dont Fox détient les droits d'auteur. Cela ne serait pas considéré comme du contenu canadien. C'est ce que les témoins ont dit quand ils ont comparu devant notre comité. Aucun témoin n'a contesté le principe selon lequel le contenu canadien doit être produit par des Canadiens, je le répète. Et ce n'est pas ce qu'on retrouve dans l'amendement qui a été proposé par le Sénat non plus. C'est que l'amendement a fait, c'est d'incorporer des instructions à l'intention du CRTC pour que le CRTC fasse preuve de plus de flexibilité quand il détermine ce qui constitue un contenu canadien ou pas. Et la réponse du gouvernement, il a rejeté du revers de la main cet amendement. Les Canadiens méritent mieux que cela. Passons maintenant à l'amendement qui a été proposé par le sénateur Down. Le sénateur Down a proposé un amendement visant à restreindre la publicité conçue pour ressembler à des infos journalistiques. Il s'agit d'un simple amendement, mais qui a trait à une question très importante. Le gouvernement a beaucoup parlé de désinformation. Le gouvernement a même dit que le projet de loi, ainsi que le C-18, sont des textes législatifs qui sont importants car ils garantissent l'exactitude des informations et des programmes qui sont véhiculés. Alors, le président Down a proposé son amendement pour que la CBC ne puisse pas conclure de contrats ou d'arrangements ou d'accords qui auraient pour résultat la diffusion d'une publicité ou d'une annonce pour le compte d'un annonceur qui a été conçu pour ressembler à du contenu journalistique. En l'essence, l'amendement du sénateur Down a pour objet de protéger la vérité dans le domaine de la pub et de la vérité
dans ce qui est présenté comme étant des informations journalistiques. Il s'agit d'un amendement très raisonnable qui, en fait, est conforme à l'engagement et à l'objectif du gouvernement. Et comment est-ce que le gouvernement a réagi? Il l'a rejeté parce que, selon lui, l'amendement allait au-delà du périmètre de politique du projet de loi. Le gouvernement a dit qu'il allait procéder à une étude plus approfondie de la question. Et vous savez ce que ça veut dire, ça? Parce que c'est un euphémisme. Ça veut dire que le gouvernement ne veut pas qu'on traite de cette question plus avant. Ce n'est pas comme ça que les différends sur les grandes questions législatives devraient être traités entre les deux chambres du Parlement. Le Sénat est après tout la chambre de mûre réflexion. Lorsque le Sénat n'est pas d'accord avec un projet de loi du gouvernement, il se base sur ce qu'ont dit les Canadiens au sujet du texte de loi, par le biais de témoignages ou bien d'autres formes de communication. Les amendements du Sénat sont souvent modestes, mais ils portent sur de grandes questions. Le gouvernement a d'ailleurs l'obligation, en vertu de la Constitution, de prendre au sérieux l'avis du Sénat, surtout lorsque l'avis du Sénat se base sur les témoignages entendus en comité. Je vous dirais que le gouvernement n'a tout simplement pas pris au sérieux les amendements présentés par le Sénat ou les témoignages des témoins en comité. Parlons maintenant de l'amendement proposé par les sénatrices Mihil Dechaine et Simons sur le contenu généré par les utilisateurs. À mon avis, c'est l'amendement principal du Sénat qui a été rejeté par le gouvernement. Cet amendement, donc, qui a été présenté par deux sénatrices. La sénatrice Mihil Dechaine a parlé de cet amendement en comité et elle a dit « Je vous rappelle que le gouvernement et le CRTC ont répété à maintes reprises que les utilisateurs de médias sociaux et les créateurs de contenu ne seront pas englobés par le projet de loi C11. Cela a été dit à plusieurs reprises. Malgré ça, il y a des témoins et des experts qui nous ont dit que l'article 4.2 avait une trop grande portée et qu'ils ne faisaient pas confiance au CRTC et qu'on ne devrait pas donner au CRTC autant de pouvoirs discrétionnaires. Certains témoins nous ont demandé de limiter le type de contenu qui peut être réglementé par le CRTC. Nous avons aussi entendu que la cible principale de l'article 4.2, c'est le contenu professionnel et non amateur. En d'autres mots, le contenu qui est fait par des musiciens et les vidéos musicales qui s'y rattachent. Le gouvernement a répété à maintes reprises que les utilisateurs individuels ne seraient pas couverts par ce projet de loi. La ministre a dit le commentaire suivant. Nous avons écouté les créateurs de médias sociaux. Nous les avons écoutés. Nous avons compris leurs inquiétudes et nous sommes revenus avec l'exception 4.2 qui comprend uniquement le contenu commercial avec les 3 critères. C'est tout. C'est ce que disait le gouvernement. Alors, un modeste amendement a été proposé en comité pour confirmer cette déclaration. Je crois que l'amendement le plus sérieux que nous avons proposé portait sur le paragraphe 4.2.2. Et oui, il y a de la controverse, mais la ministre du Patrimoine a promis que ces 11 ne viseraient pas les utilisateurs de médias sociaux, mais seulement les grands diffuseurs qui sont analogues aux radiodiffuseurs traditionnels. En effet, c'est ce que dit l'article 4.1.1 du projet de loi, que la loi ne s'applique pas à un programme qui est téléversé sur un service du média social
par un utilisateur de ce service. L'amendement que nous proposons permettrait d'axer l'article 4.2 sur la cible visée, à savoir la musique professionnelle, sans restreindre indûment le pouvoir discrétionnaire du CRTC. Enfin, ces amendements auraient pour effet de recentrer l'article 4.2 sur la musique professionnelle téléchargée par les titulaires de droits d'auteur ou qui a été diffusée en totalité ou en grande partie dans des entreprises de radiodiffusion traditionnelles. En substance, cela signifie que les YouTubeurs, les vidéos amateurs ou tout autre contenu qui n'est pas associé à la musique professionnelle ne sont pas couverts par ces 11. En comité, la sénatrice Simons a été plus précise quant à son intention lorsqu'elle a déclaré « Nous espérons que cela nous permettra de parvenir à un compromis viable. » Elle a continué en disant « Je partage les préoccupations des sénateurs Manning, Wallen et Plett concernant l'article 4 qui, malgré les protestations de tous, inclut clairement les créateurs individuels. Nous pensons que cet amendement exclut toutes ces personnes et n'inclut que les plus grands producteurs de musique. » Cet amendement a été élaboré en consultation avec YouTube, TikTok, mais aussi avec toutes sortes de producteurs de musique indépendants québécois qui ont apporté une grande contribution afin que nous puissions élaborer un amendement qui capte les bonnes personnes. Donc, quelle a été la réponse du gouvernement? Le gouvernement dit qu'il est en désaccord avec l'amendement. Et voici leur justification. Parce que cela affecterait la capacité du gouverneur en conseil à mener des consultations publiques et à donner des instructions au CRTC pour qu'il étende de manière appropriée la réglementation des services de médias sociaux en ce qui concerne la distribution de programmes commerciaux et empêcherait le système de radiodiffusion de s'adapter aux changements technologiques au fil du temps. En d'autres mots, le gouvernement estime que le pouvoir discrétionnaire du CRTC l'emporte et est plus important que les préoccupations que pourraient avoir les créateurs canadiens ordinaires. La sénatrice Simons a souligné un peu plus tôt que le raisonnement du gouvernement n'est pas crédible. La sénatrice Simons a dit l'élément suivant. La première partie de la réponse du gouvernement est un peu étrange. Rien dans l'amendement n'aurait empêché le gouvernement d'organiser des consultations publiques à tout moment sur n'importe quel sujet. À n'importe quel moment sur n'importe quel sujet. La dernière clause est également un peu étrange. Rien dans notre amendement n'aurait empêché le système de radiodiffusion de s'adapter aux changements technologiques. C'est le milieu de la phrase qui compte. C'est la viande du sandwich. La partie concernant l'évaluation de la réglementation des programmes commerciaux sur les médias sociaux. Et c'est précisément là que se trouve le problème. La ministre et le gouvernement ne cessent de nous dire et de dire à tout le monde qu'ils n'ont pas l'intention d'inclure les contenus générés par les utilisateurs et que les Canadiens qui publient leurs sketchs comiques, leurs courts-métrages d'animation ou leurs chansons pour enfants sur Twitter, YouTube, TikTok et Instagram n'entreraient pas dans le champ d'application du CRTC. Pourtant, la réponse écrite du gouvernement à notre amendement montre qu'il souhaite conserver le pouvoir d'ordonner au CRTC de faire précisément cela, réglementer la distribution du contenu sur les médias sociaux. Ce sont les mots de la sénatrice Simons. Soyons clairs sur ce que cela signifie. Le gouvernement dit que les fonctionnaires qu'il nomme pour siéger au CRTC doivent avoir toute latitude pour faire quelque chose que le gouvernement prétend ne pas avoir l'intention de faire, et le CRTC doit avoir cette latitude malgré les objections soulevées par les Canadiens.
Comme le dit la sénatrice Simons, la réponse du gouvernement indique clairement qu'il se réserve le droit de réglementer le contenu des médias sociaux sans aucune entrave législative. Monsieur Len Saint-Aubin est un ancien directeur général de la politique de télécommunications à Industrie Canada. Le 14 septembre l'an dernier, il a déclaré à notre comité: c'est le CRTC et non le Parlement qui déterminera la portée de la réglementation et donc l'étendue de l'intervention sur le marché de l'Internet et la liberté des Canadiens d'accéder au contenu de leur choix. Il n'y a simplement aucune autre conclusion à tirer de la position du gouvernement. C'est tout à fait leur intention. Chers collègues, lorsque nous avons examiné ces 11 en troisième lecture il y a quelques semaines, il a été noté de ce côté-ci de la Chambre que les sénateurs devraient s'armer de courage, étant donné la réaction probable du gouvernement à nos amendements. Nous aurions pu espérer que le gouvernement réponde de manière substantielle à des amendements de fond, mais malheureusement, cela n'a pas été le cas. La réponse du gouvernement consiste à rejeter presque tous les amendements de fond déposés par le Sénat, bien que ces amendements aient été proposés par les nombreux Canadiens qui ont comparu à notre comité. Cela signifie que le gouvernement dit non aux Canadiens. Quelles en sont les implications? Je pense que les implications sont graves car elles touchent les droits fondamentaux des Canadiens. Ce rejet par le gouvernement a un impact sur la liberté d'expression. Je sais que les sénateurs vont penser que c'est exagéré, mais je ne crois pas que ce soit le cas. Nous avons un exemple très récent. Au début du mois, nous avons appris que les fonctionnaires de la Commission de l'immigration et du statut du réfugié avaient contacté les plateformes de médias sociaux pour leur demander de supprimer toute publication d'une chronique écrite par Lorne Gunter du Edmonton Sun et d'interdire aux utilisateurs d'établir un lien vers cette chronique. L'article lui-même était basé sur un projet de document qui circulait au sein de la commission, ce qui rendait l'article correct sur le plan des faits. Ce que les responsables de la commission n'aimaient pas, c'était l'interprétation par M. Gunter des implications de ce document. Que l'interprétation ou l'analyse de ce document par M. Gunter ait été ou non désapprouvée par les fonctionnaires de la CISR, son interprétation, qu'elle ait été exacte ou non, ce qui est en cause ici, c'est la volonté manifeste et la conviction de ces mêmes fonctionnaires qu'il était tout à fait approprié de plaider en faveur de la suppression de contenu que la CISR considérait comme répréhensible. Nous devrions tous être préoccupés par cette tentative d'attaque contre la liberté d'expression et contre la liberté de la presse. De nombreux Canadiens craignent que ces 11 nous conduisent dans cette direction. De nombreux signes inquiétants suggèrent que ces craintes ne sont pas infondées. Nous avons souvent entendu les sénateurs dire que le Sénat doit parler au nom de minorités politiques. Je suis d'accord que c'est un rôle essentiel pour notre Chambre haute du Parlement. Chers collègues, nous avons entendu de nombreux témoignages montrant que les implications de ces 11 sont multiples et sérieuses. En réponse aux témoignages que nous avons entendus, le Sénat a apporté quelques amendements modestes mais importants à ce projet de loi. Mais le gouvernement a rejeté la quasi-totalité de ces modestes amendements. Ainsi, je ne crois pas que le Sénat puisse se contenter de faire marche arrière. Je suis préoccupé par ce que j'entends de la part des sénateurs ici.
à savoir qu'ils ont l'intention de faire exactement cela, c'est-à-dire de se défiler. La sénatrice Simons a déclaré, et je cite, « Je ne pense pas que le fait de faire circuler cet amendement dans la rue fera une différence aveugle. » Eh bien, j'aimerais assurer la sénatrice Simons et assurer tous les sénateurs que cela ne ferait pas grande différence. Ce qui ferait une différence serait tout simplement d'abandonner. Si c'est le point de vue du Sénat, eh bien, quelle est la raison d'être de cette Chambre? Quelle est la raison d'être de notre Chambre? Si, après 4 mois de témoignages de la part de témoins sur cette question, le Sénat abandonne, eh bien, nous aurons échoué, nous aurons manqué à notre rôle législatif et nous ne pourrons jamais dire que nous sommes indépendants si nous baissons les bras dès qu'il y a un peu de résistance. Ce n'est pas ça l'indépendance. Ce n'est pas l'indépendance. Je crois que c'est pourquoi nous devons insister sur toute la série d'amendements. Les personnes qui m'inquiètent le plus sont les petits joueurs qui seront affectés par ce projet de loi. Des gens comme Orbé Roy, Vanessa Brousseau, Darcy Michael, Justin Tomchuk, J.J. McCullough, Frédéric Bastien-Forêt, Scott Benzie et d'autres, qui ont tous comparu devant notre comité. Ces personnes ne représentent pas les grandes entreprises ou les grands médias. Je crois que nous avons au moins l'obligation d'insister auprès du gouvernement pour qu'il les écoute. En outre, nous savons tous, ou du moins nous soupçonnons, que ce projet de loi profondément défectueux a de graves répercussions sur la liberté d'expression et la liberté de presse. Étant donné ces ramifications, nous ne pouvons plus reculer au premier signe que le gouvernement n'est pas disposé à prendre nos amendements au sérieux. Ainsi, chers collègues, je propose que le Sénat insiste sur tous ces amendements et que la motion telle qu'amendée soit amendée à nouveau. Premièrement, en remplaçant l'alinéa B par le suivant, insister sur ces amendements sur lesquels la Chambre des communes n'est pas d'accord. 2. En ajoutant avant le dernier paragraphe le nouveau paragraphe suivant, que conformément à l'article 16.3, le comité sénatorial permanent sur les transports et les communications soit chargé de rédiger les raisons pour lesquelles le Sénat insiste sur ces amendements et 3. En remplaçant dans le dernier paragraphe les mots « qu'un message soit envoyé » par les mots « que, une fois que les raisons de l'insistance ont été acceptées par le Sénat, un message soit envoyé. » Chers collègues, je pense que nous devons insister pour que le gouvernement examine sérieusement les arguments avancés par les témoins qui ont comparu devant le Sénat et qu'il réponde de manière appropriée aux amendements du Sénat. Lorsque nous avons envoyé nos amendements à l'autre endroit, j'ai dit que nous devrions très certainement nous renforcer notre épine dorsale avant la réponse du gouvernement. Le moment est arrivé et c'est exactement ce qu'il faut faire. Je demande donc à tous les sénateurs d'appuyer la motion.